l'Université Oxford. Si le vaccin est approuvé suite aux essais cliniques, le Canada s'assure d'obtenir jusqu'à 20 millions de doses pour les Canadiens. Canadians must have access to a safe and effective vaccine against COVID-19 as quickly as possible, no matter where it was developed. Today, I can announce that we've reached an agreement with AstraZeneca for the vaccine they are developing with the University of Oxford. This agreement secures up to 20 million doses for Canadians should the vaccine trials be successful. I know Minister Anand will have more to say about this in a few minutes, but before she does, I also want to talk about another measure we're taking on vaccines. This pandemic can't be solved by any one country alone, because to eliminate the virus anywhere, we need to eliminate it everywhere. That's why Canada is helping ensure vaccines are distributed quickly and fairly around the world by supporting Gavi's COVAX facility and advanced market commitment. Our government will invest an additional $440 million for the COVAX facility to provide doses around the world for Canadians and for people in developing countries. Up to $220 million of this investment will go directly towards securing doses for Canadians. This means this agreement will give us the option to purchase up to 15 million doses for Canadians. Aucun pays ne peut enrayer la pandémie à lui seul, parce que pour éliminer le virus dans un pays, il faut l'éliminer dans tous les pays. Voilà pourquoi le Canada soutient le mécanisme COVAX et le système de garantie de marché mis en place par l'Alliance Gavi. Cette initiative permettra à des futurs vaccins d'être distribués rapidement et équitablement à travers le monde. Je suis heureux d'annoncer que notre contribution au mécanisme COVAX s'élèvera à 440 millions de Canada et pour les pays à faible et moyen revenu. De ce montant, jusqu'à 220 millions de dollars serviront à fournir des doses aux Canadiens, c'est-à-dire que cette entente nous donnera l'option d'acheter jusqu'à 15 millions de doses pour les Canadiens. As of today, we now have active cases in every single province with a significant increase in our 4 largest provinces. So please, everyone, keep following public health recommendations. Wash your hands, keep your distance, wear a mask, and download the COVID Alert app. What we do now will be critical for the weeks and months to come. The fight against COVID-19 is not over yet, and we must all continue to do our part. Our government is right there with you as we work to keep people safe while building a stronger, more resilient Canada. Merci à tous. Je vais maintenant céder la parole à la ministre Anand. Anita. Merci, Monsieur le Premier Ministre. Good afternoon. Thank you for joining us today. As we continue to see a rise in confirmed COVID-19 infections this week, I will echo the Prime Minister's words and again thank those who are on the front lines of this pandemic trying to halt it. Alors que nous nous efforçons d'empêcher la propagation de la COVID-19, notre gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour être prêt et répondre à une résurgence. Le gouvernement ne relâchera pas ses efforts en ce qui concerne l'acquisition de l'équipement de protection individuelle, de traitement et de tests essentiels. I will now provide an update on our government's efforts to ensure that Canadians will have access to safe and effective vaccines once those vaccines are approved. The global market for vaccines remains intense and unpredictable. The contractual negotiations are complex. They're not simply a matter of distributing a standard form contract and having suppliers agree. Each supplier, and therefore each negotiation, is unique with its own set of concerns. The resulting bespoke agreements contain terms specifying the quantity, the price, the anticipated delivery schedule, the manufacturing and finishing parameters for each vaccine. The Government of Canada has already secured access to vaccine candidates and therapeutics while investing in manufacturing here at home. In addition,
To enable the distribution of vaccines to Canadians, the government has made further procurements in the area of syringes, vials, and swabs. As I have said, when a vaccine is ready, Canada will be ready. En plus des ententes annoncées précédemment avec Johnson & Johnson, Novavax, Pfizer, Sanofi et GlaxoSmithKline, et maintenant avec AstraZeneca, le Canada a l'accès à une minimum garantie de 174 millions de doses de vaccins potentiels pour protéger la population canadienne et sauver des vies. The safety and security of Canadians is our top priority. The government will continue to explore and pursue all promising alternatives to ensure the supply of potential vaccines and therapeutics in the interest of the health and safety of Canadians. I must note that these vaccines will only be distributed once the hard work of trials and studies is completed, and Health Canada grants regulatory approval after it reviews the vaccines for safety, efficacy, and manufacturing quality. Only then will vaccines be offered to Canadians. I will turn now to international efforts. We know, as the Prime Minister has said, that Canadians alone will not suppress the virus in the long term or bring an end to this pandemic. COVID-19 does not recognize international boundaries. As the Prime Minister and Minister Gould have stated, Canada is committed to global collaboration to end this pandemic. We have consistently highlighted the multilateral cooperation achieved through the Gavi-COVAX facility, a pooled procurement mechanism for the purchase of COVID-19 vaccines. This facility can allow us to accomplish together what none of us could accomplish alone. Je suis également heureuse d'être ici aujourd'hui pour l'annonce d'une autre entente signée par le gouvernement du Canada en vue de sa participation. Le Canada aura ainsi accès à une totale allant jusqu'à 15 millions de doses de vaccins supplémentaires et des pays qui autrement ne pourraient se procurer des vaccins auront la chance d'en obtenir. Supporting other countries in their fight against COVID-19 and other infectious diseases reflects our Canadian values of helping those in need, both in Canada and internationally, and it is an investment in helping to bridge us back to normalcy. The COVAX facility offers the largest actively managed portfolio of vaccines candidates globally. It includes 9 candidates more to come. The vaccines that Canada anticipates receiving via the COVAX facility are in addition to the doses that we will obtain through the arrangements already executed between Canada and vaccine developers. By supporting COVAX, we are continuing to diversify our investment in potential supply, and we are committing to assist low-income countries. With these announcements today, our government now has secured access to a total of 12 vaccine candidates so far, which will ensure that once these vaccines are proven to be safe and effective, Canadians will be able to receive them. Pour terminer, le gouvernement continuera à tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des Canadiennes et des Canadiens, et cela comprend l'obtention de vaccins pour protéger la population contre la COVID-19. Je tiens à remercier à nouveau tous ceux et celles qui travaillent en première ligne, ainsi que toutes les personnes qui travaillent si fort en coulisses afin de mettre au point des traitements et des vaccins pour combattre ce virus, sans oublier tous les Canadiens et Canadiennes qui continuent à suivre les conseils de leurs autorités sanitaires pour ralentir la propagation de la maladie. The Government of Canada will continue to work collaboratively with provinces and territories to respond to this pandemic and to keep Canadians safe through effective vaccinations. Je vous répète, when vaccines are ready, Canada will be ready also. Merci beaucoup. Megwetch. Thank you. Good afternoon and bonjour à toutes et à tous.
There have been 149,094 cases of COVID-19 in Canada, including 9,249 deaths. 86% of people have now recovered. Labs across Canada tested an average of almost 70,000 people daily over the past week, with 1.4% testing positive. An average of 1,175 cases have been reported daily across Canada during the most recent 7 days. We are continuing to see an increase in daily case counts nationally, with the most rapid rises in Quebec and Ontario. The number of COVID-19 cases in hospital is also on the rise in these two provinces, as well as in British Columbia and Saskatchewan. These are worrying signs. We know how quickly the virus can spread. These surges in cases can overwhelm public health and healthcare system resources in localized areas. As I said earlier this week, Canada is at a crossroads in the COVID-19 pandemic. The latest epidemiological analysis and modeling studies show that unless we work together now to slow the spread of the virus, we will face a big resurgence in areas currently experiencing increasing COVID-19 activity. We have a chance to prevent a further escalation of the epidemic if we all act together now. Local public health authorities cannot do this alone. Each of us must take action in our communities. This is why we all need to recommit to following the individual protective measures that we know work, including physical distancing, frequent hand washing, and wearing a non-medical mask in close spaces, crowded places, and close contact situations where distancing is difficult. And most importantly, stay home and self-isolate if you experience any symptoms, even mild ones. I also urge everyone to limit their in-person close contacts as much as possible. We all have different responsibilities when it comes to being in close contact with others, but remember that every person you encounter brings their whole network of contact history with them. So whenever you can reduce the number of in-person close contacts or the duration of these encounters, you will reduce your risk. Let's all do our part to help each other. Thank you. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Il y a eu 149 094 cas de COVID-19 au Canada, dont 9 249 décès. Des personnes infectées, 86% sont maintenant rétablies. Des laboratoires partout au pays ont analysé quotidiennement les tests de dépistage de presque 70 000 personnes en moyenne au cours de la dernière semaine, dont 1,4% a obtenu un résultat positif. En moyenne, 1175 cas ont été signalés quotidiennement au Canada au cours des 7 derniers jours. Nous continuons de voir une augmentation du nombre de cas quotidiens à l'échelle nationale, dont l'augmentation la plus rapide est au Québec et en Ontario. Le nombre de cas de COVID-19 dans les hôpitaux est également à la hausse dans ces deux provinces, ainsi qu'en Colombie-Britannique et en Saskatchewan. Ces signes sont inquiétants. Nous savons que le virus peut se propager rapidement. Ces augmentations de cas peuvent vite submerger les ressources de santé publique et le système de soins de santé dans des endroits localisés. Comme nous l'avons dit plus tôt cette semaine, le Canada est arrivé à un moment décisif dans la pandémie de COVID-19. Selon les dernières analyses épidémiologiques et études de modélisation, à moins que nous travaillions ensemble maintenant pour ralentir la propagation du virus, nous ferons face à une importante résurgence dans les régions où l'activité de la COVID-19 est en hausse. Nous avons l'occasion de prévenir une recrudescence de l'épidémie si nous agissons tous ensemble maintenant. Les autorités locales de santé publique ne peuvent y arriver seules. Nous devons tous prendre des mesures pour nous protéger et pour protéger nos proches et nos collectivités. C'est pourquoi nous devons tous nous engager de nouveau à suivre les mesures de protection individuelle éprouvées, ce qui comprend la distanciation physique, le lavage fréquent des mains et le port d'un masque non médical dans les espaces clos, les lieux bondés et les situations de contact étroites, lorsqu'il est difficile de garder ces distances. Enfin et surtout, restez à la maison et isolez-vous si vous présentez des symptômes
même faible. De plus, nous conseillons vivement à tout le monde de limiter le plus possible les contacts étroits. Nous avons tous des responsabilités différentes lorsqu'il est question de contact étroit avec les autres. N'oubliez pas toutefois que chaque personne que vous rencontrez a aussi une historique de contact. Alors, chaque fois que vous pourrez réduire le nombre de contacts étroits ou la durée de ces rencontres, vous réduirez votre risque. Apportons tous notre contribution pour nous entraider. Merci. Merci beaucoup, Dr. New. On va commencer la période de questions avec les journalistes dans la salle aujourd'hui. Une question de suivi pour 10 minutes. Tanda? Good afternoon. My first question is, I'm not really sure. I think it's for the Prime Minister, but perhaps Dr. Tam might weigh in. But given the concerns that all the provinces, many industries are also raising about the lack of approval for rapid testing in Canada, Premier Ford yesterday said, I don't even have a timeline and we need a timeline to plan. So what can you say to them about the timeline that Canada's looking at in order to approve rapid testing to get the economy going? The number of devices you're looking at, and how many might even have a shot at approval? Thank you for the question, Tonda. It's actually something we were talking about yesterday in my COVID briefing. Obviously, a lot of Canadians asking questions about when we're going to get more rapid testing. In the spring, we accelerated the processes whereby Health Canada evaluates various technological measures and puts them forward. But at the same time, we have to make sure that every step of the way, we are not compromising science or the safety of Canadians. There are a number of rapid tests in the process of being evaluated by Health Canada, and they will be made available as quickly as possible. We are not weighing in politically, obviously, on the process that the scientists are going through in terms of evaluating those, but we are making sure that in parallel, if and when rapid tests are approved, we're able to get them distributed rapidly across the country. Those are things that we can have ready to go for when an approval hits, and that's what we're working on right now. But for more, I'll pass it over to Dr. Tam. I'm also not the regulatory authority, so right now what we're doing is working with provinces and territories, the provincial laboratories and experts, so that we can be ready if we get, for example, the new antigen tests, etc. So, but I have reached over to the regulator and just to see what's going on, and they are actually trying to evaluate a whole range of nucleic acid or PCR, more point of care, but also antigen tests and some serologic testing as well. What I've noted, though, is that there was really little data submitted to the regulator. And you need basic minimal clinical information. And so we're also looking at how do we help in, the assessment of those types of tests. I know that other regulators in other countries have set their bar fairly low, let's just say. But what I've seen is that they're waiting for some response from the companies, and will help with the National Microbiology Lab and some of the clinical experts as needed. I don't know if you recall, with the Spartan Cube, it worked well in the lab, but then you use it in real life, there was an issue with a swab. So you actually have to test these things, not just in a situation where you're comparing PCR with this test in a laboratory setting. The whole thing has to work in real life, if you like. But I think we'll be providing more information to people next week, and as things evolve. Could I? Dès le printemps, nous avions travaillé avec Santé Canada pour accélérer leur processus, pour s'assurer qu'ils avaient toutes les ressources nécessaires pour rapidement évaluer différentes technologies pour garder les Canadiens en sécurité. J'entends les préoccupations des Canadiens qui veulent avoir plus d'options de dépistage et nous sommes tous en train d'attendre Santé Canada de faire leur travail. Ils ont plus de ressources, ils s'y penchent rapidement, mais en même temps, je sais que personne ne voudrait que la qualité de la science et de
l'analyse soit compromis avec de la pression politique pour accélérer ce qui pourrait avoir des conséquences graves s'il y a une erreur. Donc, nous allons attendre le travail excellent que fait nos experts de Santé Canada. Mais en même temps, nous sommes en train de déjà préparer pour obtenir, une fois que ces tests pourraient être approuvés, la capacité de les distribuer rapidement à travers le pays. Donc, on n'est pas en train d'attendre Santé Canada pour signer des ententes et mettre en place des réseaux de distribution, mais évidemment, on ne peut rien distribuer avant d'avoir de l'approbation de Santé Canada. Et justement, à cet angle-là, je pense que la ministre Anand a une responsabilité en termes de ça. Oui, merci beaucoup. Je voudrais dire aussi la même chose, mais au sujet de l'approvisionnement, que nous sommes engagés avec les fournisseurs et l'industrie sur ce point pour ajouter à notre liste d'options de tests. Nous attendons pas, car nous savons que nous devons être prêts à agir dès que les approbations seront en place. Prime Minister, some of the goodwill you forged with the premiers over the past few months seems to have dissipated since the throne speech, given that you are proposing to act in their areas of jurisdiction, childcare, long-term care, pharmacare, and even Alberta is even suggesting you'll face lawsuits. So I'd like to understand, how far are you prepared to go to make sure that these programs, as you've set out on a nationwide basis, will happen? And how will you be held accountable? I mean, if these are promises, you haven't put dollar figures next to them, and you seem not to have willing partners. I think Canadians recognize that we are in an unprecedented pandemic right now, and we will continue to work with the provinces. We will continue to work to keep Canadians safe, regardless of the challenges they're facing. They need their orders of government to be working together. We respect and we will continue to respect areas of provincial jurisdiction, but what this pandemic has shown is that we all do need to work together, which is why we stepped up as a federal government to send billions of dollars to the provinces so that they can better respond right now in this pandemic. But we've also seen this pandemic reveal gaps and cracks in our social safety nets, things that we know we need to fix, not just for the well-being of people, but to create good jobs and create a stronger economy and a stronger recovery as we move forward. So we're going to continue to unapologetically focus on Canadians and work alongside the premiers and work with the provinces on making sure we are delivering the supports that Canadians need. I made a promise to have Canadians back, and we will do that in partnership with the provinces. Bonjour, Monsieur Trudeau, Christian Noël de Radio-Canada. Un peu sur le même sujet que Tonda. Est-ce que vous avez de la place pour les milliards de dollars en transfert que les provinces demandent? Et à quel moment est-ce que vous allez en parler avec eux bientôt? C'est quand votre prochaine réunion pour en discuter? Comme vous savez, Christian, on a eu peut-être 18 rencontres déjà avec les premiers ministres. On essaie de les faire à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines. Je pense que ma prochaine rencontre, ça va être en début de la semaine prochaine. Et on va continuer, comme je le dis depuis le début, à discuter des choses importantes, incluant les transferts en santé. Je me suis engagé avec eux de discuter directement des transferts en santé cet automne. Le travail se fait déjà entre les différents bureaux et on va planifier une rencontre formelle pour pouvoir en discuter dans les semaines et les mois à venir. Mais à chaque étape, je sais que les provinces et le gouvernement fédéral sont d'accord qu'il faut se pencher sur la protection des gens. Il faut protéger nos citoyens, il faut assurer qu'on a les outils en tant que société pour pouvoir passer à travers de cette pandémie et rebâtir de façon robuste et résiliente de l'autre côté. Et sur ça, je m'engage à continuer de travailler avec les provinces pour aider les gens. Quand on parle de normes nationales pour les soins de longue durée, qu'est-ce que vous avez à la tête quand vous pensez à ça? Est-ce que vous parlez à un nombre minimum de personnel ou de choses comme ça? Qu'est-ce que vous avez en tête quand vous pensez à ça? Et est-ce que c'est conditionnel à l'argent supplémentaire en santé?
Je pense que les Canadiens à travers le pays reconnaissent que on doit faire mieux pour nos personnes âgées. Dans les soins de longue durée à travers le pays, on a vu trop de tragédies à cause de la COVID-19, mais on a aussi vu souligner des problèmes qui étaient là bien avant la COVID-19. Et donc, je sais que il y a énormément de familles qui veulent être rassurées que leurs êtres chers ont les supports et l'aide nécessaire et que s'ils envoient leur être cher dans des années à venir, dans des centres de longue durée, ils vont être bien soignés. Effectivement, il y a sûrement un élément d'argent et on va être là pour parler de comment on peut aider de façon financière. Mais on sait aussi que les systèmes qu'on avait en place n'étaient pas adéquats à travers le pays pour bien protéger nos aînés. Et c'est pour ça qu'une conversation sur quels systèmes et quelles normes sont en place dans différentes provinces, qu'est-ce qu'ils font bien à travers le monde pour protéger les aînés. C'est une conversation que nous devons avoir en tant que pays pour que chaque personne et chaque famille à travers le pays ait confiance que leurs êtres chers, que leurs parents, leurs grands-parents vont recevoir la meilleure qualité de soins nécessaires. Je sais que toutes les provinces veulent bien s'occuper de leurs aînés et nous allons être là pour les appuyer. Mrs. Bergeron, CTV. Hi, it's Annie Bergeron Oliver with CTV National News. My question is for you, Mr. Trudeau. Yesterday, President Trump said that he'll lower U.S. drug costs by beginning to import cheaper prescription drugs from Canada. Is this true, and is this something that the government has come to an agreement on with the United States? It has been a fact for many years now that imports of drugs from Canada into the United States have been an important way that Americans have saved on the high cost of prescription drugs in their country. Our priority will always be to ensure an adequate and safe supply for Canadians first and foremost, but we are busy increasing our investments in a pharmaceutical investment in a pharmaceutical industry in Canada because of this pandemic and because we need to make sure we are strong and able to protect Canadians going forward without the same reliance on international supply chains. And certainly any moves by the United States will be taken into account as we develop our capacity to first and foremost help Canadians and cover Canadians' needs here at home. But also be there to help other countries in need as well, as we always will. Salima CBC. Salima Shiv, GCBC. Prime Minister, you're on the topic of long-term care. Your government is setting national standards for long-term care. I guess the question for a lot of people is what took so long for this to come forward, and why wasn't it put forward when initial issues were identified at the start of the pandemic, when they were first happening in the spring? First of all, as a federal government, we respect provincial jurisdictions, and long-term care and norms and conditions around long-term care is very clearly a provincial jurisdiction. And during the first months of the pandemic, we were very much just working as hard as we could to support the provinces, get the situation under control in their long-term care, sending in the military or the Red Cross, or sending extra financial support to vulnerable healthcare workers. The federal government was busy acting. But in conversations with Canadians and with provinces, it becomes clear that
not being able to afford to miss a day of work. So the idea that the federal government would step up to ensure 2 weeks of sick leave, being able to take them at 2 different occasions in week-long increments, is a significant support for people during this time where we're dealing with the pandemic. I've heard reflections on the NDP that this should be a permanent feature of Canada's system going forward. And I think that's certainly something we can have conversations about. But we are very much focused on making sure that into this fall, as cold season starts again, people have access to sick leave to be able to stay home and not risk going to work and infect people. In regards to the actual discussions with other parties, I can assure you they're ongoing as we speak, and we all are hopeful that we'll be able to get this legislation passed very quickly in the coming days. Thank you, Prime Minister. We'll now go over the phone. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. First question from Christy Kirkup, The Globe and Mail. Line open. Hello, thanks for taking our questions. I'm wondering, Prime Minister, what do you think of the United States' decision to refuse to join the COVAX facility, and to what extent does that undermine the global effort that's underway? Thank you, Kirsty. It's a great question, because the COVAX facility is an innovation that a number of countries around the world have led on, and Canada has been talking about from the very beginning. It recognizes that no country can get past this pandemic until we're all past it. And that means vaccines can't just be there for the wealthiest countries. They need to be there for all countries. So the way it works is we, as countries who have the means, purchase doses from the COVAX consortium or facility for ourselves, and at the same time match that with purchasing the same amount of doses for other countries around the world who don't have the ability to pay full price for those potential vaccines. And with close to 190 or so countries participating, some as receivers, some as able to pay, we're really seeing that the world is coming together. Unfortunately, there are a few large countries that have decided not to participate, but I can assure you that the number of countries that have stepped up and participated, like Canada, is ensuring that we're going a long way towards having vaccines accessible for the most vulnerable around the world, which is essential as we move forward to get past this pandemic. L'engagement COVAX est une initiative très importante sur laquelle beaucoup de pays, dont le Canada, ont travaillé. La façon que ça fonctionne, c'est que des pays plus riches comme le Canada achètent des doses d'un éventuel vaccin ou d'un portfolio qui aura, on l'espère, un vaccin réussi dedans. Et en même temps, ils achètent des doses pour des pays en voie de développement qui n'ont pas, eux, la capacité d'acheter des doses pour éradiquer la pandémie chez eux. Ça va assurer que nous avons la capacité non seulement d'éradiquer la pandémie chez nous, mais dans d'autres pays en même temps. Et c'est une initiative magnifique qui souligne à quel point des pays se rassemblent à travers le monde. Il y a autour de 190 différents pays qui se sont joints à cette alliance-là. Et je peux vous rassurer que même s'il y a certains pays qui ne participent pas, on a pris de grands pas à pouvoir travailler ensemble pour éradiquer cette pandémie à travers le monde. Following up, Kirsty? And just on another matter, Prime Minister, the RCMP personal protective equipment must be fitted to a clean-shaven face, and so this means that Sikh and Muslim officers are on desk duty as a result. I know that your government is looking into this, but what is your assessment of those regulations, and do you think that this amounts to systemic racism? Obviously, health and safety regulations are extremely important, and they need to be applied in workplaces across the country. But I was very disappointed to hear of this issue with the RCMP because I do know that many other police forces and other organizations have figured out ways of upholding health and safety standards without
needing to create discrimination because of their religion. The presence of diverse Canadians in our police forces and in all our systems of authority is something extremely important for all Canadians. And it is something that I certainly hope the RCMP rectifies quickly, and it shouldn't have happened in the first place. Je pense que, évidemment, c'est important que les normes de protection des travailleurs et des lieux de travail soient bien suivies. Mais j'ai été très déçu d'entendre que la GRC n'a pas pu faire comme d'autres services de police ont pu faire pour accommoder ceux qui, pour leur religion, ont des caractéristiques particulières comme des barbes. Nous avons besoin d'assurer que nos corps policiers à travers le pays reflètent la diversité du pays. Ça nous permet d'avoir un meilleur système de justice. Et donc, j'espère que la GRC va rectifier le tir sur cet enjeu-là. Et ça n'aurait pas dû se passer du premier coup. Thank you. Operator, next question on the phone. Thank you. Merci. Prochaine question, Raymond Filion, TVA. À vous. Merci. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. J'aimerais revenir sur le discours du trône de mercredi qui laisse présager des dépenses très importantes, pour ne pas dire colossales, à un moment où des sondages indiquent que les gens sont de plus en plus préoccupés par les finances publiques. Je comprends que Mme Freeland va nous présenter un document dans les mois à venir, mais est-ce que vous pouvez nous dire si votre gouvernement s'est donné un plafond pour le déficit? Merci Raymond. Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question et c'est une question extrêmement importante. Mais il faut diviser la réponse en deux. D'abord, pendant la période de pandémie, où on est en train de lutter pour protéger la vie des Canadiens, pour assurer qu'une relance économique sera la plus efficace possible, devons d'investir pour aider les Canadiens, pour protéger les entreprises, pour appuyer les travailleurs. C'est comme ça qu'on va passer à travers de cette pandémie. La meilleure façon d'assurer un retour économique en force, c'est de protéger la santé et la sécurité des Canadiens. Les dépenses ponctuelles et aux investissements ponctuels pendant cette pandémie, on va faire ce qui est nécessaire. Et on peut se le permettre parce qu'on est entré dans cette pandémie dans une des positions fiscales les plus fortes de tous nos pays pairs. Donc, nous avons l'espace et les taux d'intérêt sont assez basses pour pouvoir investir de façon immédiate pour passer à travers de cette pandémie. Mais bien sûr, après la pandémie, quand on regarde comment on va régler ou améliorer des failles dans notre système, comment on va s'assurer que la reprise soit plus verte, soit plus équitable, implique plus de femmes au travail, implique plus de minorités, de peuples autochtones qui ont des opportunités, il va falloir investir, mais ces investissements-là, qui seront récurrents et plus long terme, absolument, vont être faits de façon responsable. Cette responsabilité fiscale, cette pensée aux investissements long terme va se faire et va se faire de façon rigoureuse. Et comme vous soulignez, la ministre des Finances va en parler plus quand on présentera notre document fiscal dans quelques mois. En suivi, Raymond? Vous avez mentionné dans votre discours, mais ça, c'est actuellement. Qu'est-ce qui va se passer si les taux d'intérêt se mettent à monter? Et est-ce que vous pouvez vraiment dire que les taux d'intérêt peuvent demeurer bas pendant des décennies, comme vous l'avez laissé entendre dans le discours du trône? C'est une très bonne question. Effectivement, on ne peut jamais savoir où les taux d'intérêt vont être dans les années ou les décennies à venir. C'est pour ça que dès l'automne, le ministre Morneau et maintenant la ministre Freeland sont en train d'obtenir des accords long terme de financement qui vont garder ces taux d'intérêt pendant des décennies à venir. Donc, on peut, en prenant de l'argent maintenant, s'assurer que ces taux d'intérêt qu'on a maintenant vont s'étendre pour les décennies à venir. Pas dans tous les cas, mais pour une grande partie qui pourrait énormément rassurer des gens. Thank you, Prime Minister. We'll take one last question on the phone. Thank you. Merci.
Prochaine question, Catherine Lévesque, La Presse canadienne. À vous. Oui, bonjour, Monsieur Trudeau. J'aimerais revenir sur ces deux. J'aimerais savoir, est-ce que vous vous êtes assuré du soutien du NPD à votre discours du trône avec les changements qu'on retrouve là-dedans? Et est-ce que votre gouvernement est prêt à s'y aider rapidement possible? Comme je l'ai dit un peu plus tôt, on est en discussion actuellement avec tous les différents partis. Notre chef de gouvernement dans la Chambre est en train de parler, de négocier, de regarder comment on va faire pour passer ce projet de loi important rapidement. On reconnaît que les gens ont besoin de continuer d'être appuyés avec ce 500 $ par semaine qui sera livré pas par la PCU maintenant, mais par l'assurance emploi, avec une option aussi pour livrer cet argent-là à des gens qui ne qualifieraient pas normalement pour l'assurance emploi. C'est une transition importante pour pouvoir continuer à protéger les gens cet automne avec une montée des cas. Et je sais que dans les discussions avec les autres partis, ils ont souligné quelques préoccupations, quelques questions, mais en général, on entend de bonnes choses et je suis assez réconforté qu'on va pouvoir passer à travers, mais évidemment, on est ouvert à écouter les préoccupations et on est ouvert à faire le travail nécessaire pour s'assurer qu'on aide de la bonne façon les Canadiens. En suivi? Okay. Donc, pas d'élection cet automne, peut-être. Et j'aimerais aussi revenir sur les normes nationales, dans le sens que vous voulez, dans les CHSLD, parce que l'armée, dans son rapport au Québec et en Ontario, parle d'un manque de personnel criant, une mauvaise discipline au niveau du port de l'équipement de protection. Alors, visiblement, il y a déjà des normes dans les CHSLD, M. Trudeau, mais elles ne sont pas suivies parce qu'il manque de ressources. Alors, je me demandais pourquoi ajouter de nouvelles normes à ce moment-là, à quoi ça va servir? Je pense que les gens à travers le pays s'inquiètent pour la santé de leurs parents, de leurs grands-parents, ou l'avenir de leurs parents et leurs grands-parents s'ils vont devoir les mettre dans des centres de longue durée. Je pense que ça vaut la peine de regarder c'est quoi ces normes à travers le pays et d'arriver à les harmoniser, à les fixer à un niveau qui pourrait rassurer tous les Canadiens à travers le pays. Je comprends que, oui, il va y avoir une question de ressources là-dedans aussi, mais je pense que ça prend des normes et c'est pour ça qu'on va travailler avec les provinces et les territoires pour fixer de nouvelles normes. Merci beaucoup. C'est ce qui m'a fait la conférence de presse d'aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée.